Radio Soleil vous invite au Passage des Artistes, un nouveau rendez-vous culturel tous les jeudis de 18h à 19h. Au Passage des Artistes sur Radio Soleil. Vous écoutez Radio Soleil, bonjour à tous et bienvenue au Passage des Artistes pour une balade artistique. Et ensemble, nous allons arpenter le parcours de mon invitée. Il est vrai que chez elle, le talent porte bien son nom. Forte au théâtre, forte en écriture, mais surtout et avant tout, forte en émotion. Révélée sur les planches avec ses seuls en scène, applaudie dans les pièces comme Sur le fil ou Dolto, lorsque Françoise paraît, entendue aussi en musique. On en parlera également avec mon invité. Avec elle, nous passons du rire aux larmes. On l'a vu au théâtre, à la télévision, au cinéma. On l'a vu avec La Valise, on l'a écouté et surtout, on l'a suivi. Fidèle à une carrière libre, sincère, sans costume imposé. C'est une artiste qui ne joue pas fort, elle joue juste, elle joue vrai. Et aujourd'hui, nous recevons Sophie Forte. Et franchement, je suis ravie de vous accueillir, Sophie Forte, sur Radio Soleil. Mais bonjour. Quelle belle entrée en matière. Je fais ce que je peux. Je suis ravie aussi, du coup. Bonjour Sophie Forte, je suis contente de vous recevoir. Alors, c'est très marrant parce que je vous le disais tout à l'heure en off, on s'est vu la dernière fois au Passage des Artistes, oui. Et c'était bientôt d'ailleurs votre anniversaire. Oui. Et c'est pareil aujourd'hui, c'est assez marrant. Je crois que c'est au mois de mars que vous êtes né. C'est en mars, le 7 mars, un petit poisson. Oui. C'est sympa les poissons, je suis poisson et voilà. Il faut pas les embêter les poissons, mais ils sont gentils. Oui, ils sont sensibles. Bon, on n'est pas là pour une émission d'astrologie, on est d'accord. Vous n'êtes pas spécialiste et moi encore moins. Non. On va parler un peu de votre parcours. Alors, est-ce que on peut vous souhaiter bonne année? Je crois qu'on est encore dans les temps. Ah, tout à fait. Il nous reste 3 jours, je crois. Oui, alors, on y va. Bonne année, je prends. Voilà, bonne année, plein de bonnes choses. Bonne année à vous aussi, bonne année, plein de bonnes choses. Voilà, et puis surtout une bonne santé parce que sans la santé, on peut pas faire grand-chose. Donc, très bonne santé. On peut rien faire, surtout dans nos métiers où il faut avoir une sacrée forme physique pour tenir le coup. Tout à fait. J'ai une petite pensée à notre Olivier Lejeune, oui. qui a petit souci de santé qui se résorbe doucement, mais c'est vrai qu'il faut la santé pour monter sur scène et faire votre magnifique métier. Est-ce qu'on peut parler de vos débuts, Sophie? Bah, bien sûr. Vous avez commencé comment? Est-ce que ça a été inné? Est-ce que c'est un choix? C'est un hasard? Parce que parfois ça arrive. Alors, moi, j'ai toujours écrit, d'abord. C'était ma passion parce que j'étais une petite fille solitaire, j'étais fille unique, j'avais des parents qui travaillaient beaucoup. Et du coup, j'écrivais tout le temps. Dès que j'ai su tenir un stylo, j'ai écrit. Et vous avez écrit quoi? J'écrivais des petites nouvelles, j'écrivais des histoires pour faire rire les copines, j'écrivais des trucs, des fables, tout n'importe quoi, des poèmes, des choses. Un bout en train. Ouais, et puis voilà, j'avais un prof de français qui m'aimait bien, qui m'encourageait. Et puis j'aimais faire rire surtout. J'adorais faire le clown. C'était une façon de me faire aimer, de me faire accepter, bien entendu, parce que j'étais très timide par ailleurs. Ça se travaille, ça, la timidité, quand on est artiste au départ? Est-ce que c'est pas comme un exutoire c'est thérapeutique, de toute façon, complètement thérapeutique d'être en scène, et puis tous les gens qu'on côtoie, à force forcément, les barrières tombent, et on ose se révéler un peu davantage. Mais quand on démarre dans la vie, quand on sait pas comment aborder les autres, les petits copains, les petites copines, le fait de les faire rire, c'est vrai que ça rapproche énormément. Donc c'était mon arme à moi, le rire. Hein. Ouais. Et j'adorais. Hein, c'était pas je me forçais pas. J'adorais faire le clown. En fait, j'avais tout le temps des idées absurdes pour faire marrer, quoi. Et je me faisais jeter tout le temps à l'école, évidemment, parce que je faisais le pitre à la messe. J'étais au Sacré-Cœur des Chartreux. Je vous dis pas le nombre de fois que j'étais convoquée chez la directrice, sœur Marie-Dominique. Mais j'adorais faire rire, mais je pensais pas du tout en faire un métier. Moi, je pensais être écrivain. Ouais. Et puis, en fait, j'avais un papa artiste peintre, il avait une galerie à Lyon, je peignais aussi, donc j'ai commencé à exposer avec lui. Et de fil en aiguille, il m'a un petit peu poussé à faire quelque chose dans l'art. Et comme j'aimais beaucoup aussi l'architecture, le design, les aménagements intérieurs, il se trouve qu'au lieu de partir à Paris après le bac, à 17 ans, je me suis retrouvée dans une école d'archi d'intérieur. Ouais. Voilà, je suis restée 3 ans, j'ai eu un diplôme, j'ai commencé à travailler pour un architecte. Et là, comme je faisais marrer tout le monde, le gars m'a dit, bon écoutez, ce serait pas mal que vous alliez faire le clown ailleurs, parce que depuis que je vous ai engagé, on fout plus rien.
On se marre, mais on n'avance pas. Mais on n'avance plus du tout, donc cassez-vous. Et non, mais il était sympa. C'était mon prof qui m'avait engagé en fait. Ouais. Et il m'a dit, bon, écoutez, si vraiment ça foire, vous reviendrez, mais moi je vous dis que vous allez avoir une carrière. Il faut faire rire des gens. Formidable. C'est votre truc. Allez donc à Paris, faites un cours, etc. Ce fut votre premier fan. Ce fut mon premier fan. Et me voilà débarquant à Paris à 23 ans. Et puis automatiquement, je suis allée au cours Simon. Je connaissais rien. Je suis allée au premier. Bon, j'avais entendu parler des cours Simon. Voilà. Et là, j'ai découvert qu'effectivement, je pouvais faire rire, pas que dans la vie, mais sur scène, ce qui est tout autre chose. Et il faut le faire sérieusement. Absolument, c'est très sérieux de faire rire. C'est beaucoup de travail. Et voilà, ça m'a passionnée, bien évidemment. Et puis j'ai découvert les auteurs, les classiques. J'ai joué avec des partenaires, c'était très enrichissant. Je me suis fait des amis. J'ai rencontré des gens qui avaient le même état d'esprit que moi. Ce qui n'était pas forcément le cas à Lyon, où j'étais quand même dans un milieu un petit peu étriqué. Ouais. Et d'un coup, arrivé à Paris, des artistes comme moi, des gens, et c'était génial. Il y avait d'un coup une espèce de liberté extraordinaire qui m'a galvanisée. Et puis, j'ai démarré comme ça. Et après, je suis allée au petit conservatoire de Mireille. Mireille. Elle me disait, mon petit, heureusement que vous chantez vos chansons vous-même, personne ne le fera à votre place. Sacrée Mireille. Ouais, elle était, bon, alors je sais pas si ça dit encore grand-chose aux gens, mais c'était quand même une découvreuse de talent extraordinaire. Ouais. Et elle avait l'œil, elle était bon. Et c'est elle qui m'a lancé un peu dans les premiers cabarets. Alors j'ai entendu dire qu'elle était assez sévère, parfois cassante, c'est vrai ou pas ? Oui, elle était très dure. Elle avait ses têtes. Ouais. Elle me disait, vous pourriez être ma fille. Je dirais certainement pas, je suis pas aussi méchante que vous. C'est peut-être pas héréditaire non plus. Non, elle était, moi je l'adorais, mais elle était dure, ouais, elle était piquante, très piquante. Et est-ce que vous avez vécu, comme beaucoup d'artistes, j'imagine, des moments de doute où on se dit, dans quoi je me suis embarquée ? Ah, mais c'est tous les jours les moments de doute. Ouais. C'est même pas qu'au début, C'est tous les jours. Au début, c'est mais qu'est-ce que je fous là ? Je suis pas légitime. Bon, là, le problème le truc de l'imposteur, vous voyez. Ouais. Pourquoi ça vaut pas le coup, je suis nulle. Bon. Ensuite, ça commence à marcher. Est-ce que je vais tenir le coup ? Je vais jamais tenir le coup. Ça va pas durer. Le succès, c'est super, mais ça va pas durer. On va m'oublier. Et puis, j'ai intérêt à être à la hauteur. Donc, voilà, après, on est vieux. On dit, est-ce que je vais être encore capable ? Je suis encore là, mais il y a tout le temps le doute. Et vous continuez encore à vous poser la question aujourd'hui avec tout le parcours que vous avez eu, à vous demander si vous êtes encore légitime. Mais à chaque fois, c'est ça qui est dingue. Là, je fais un seul en scène depuis 2 ans. J'avais pas fait de seul en scène depuis plus de 20 ans. Vous imaginez bien que quand je me suis retrouvée seule en scène, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi faire ça après tout le parcours de théâtre que j'ai fait ? Pourquoi revenir à ça ? Et surtout, en plus, je raconte une histoire un peu personnelle, enfin, surtout celle de mon père. Mais les gens s'en foutent de mon histoire. Qu'est-ce que je fais là ? À raconter ma vie, c'est horrible. Quel égocentrisme. Donc bon, il y a tout un tas de forcément. Et puis même, chaque jour, c'est pas que pour mon travail. Moi, je suis quelqu'un qui doute. Voilà. Magnifique chanson d'Anne Sylvestre. J'aime les gens qui doutent. Je doute tout le temps de tout, mais ça fait partie aussi d'une façon d'avancer quelque part. Tout à fait. Rien n'est acquis, de toute façon. C'est comme ça dans tous les domaines. Mais rien n'est acquis et rien n'est perdu non plus d'ailleurs. Et tout est toujours possible. Vrai. Et puis tout peut redémarrer, tout peut être détruit et reconstruit. La vie, c'est aussi ça. C'est aussi un éternel recommencement. J'ai envie de vous dire. Oui. Mais le truc, c'est qu'il y a toujours l'espoir. Oui. Que là, ça va être génial. Sinon, moi, je le fais pas. Mais je monte un projet. Bon, là, on en parlera tout à l'heure. J'ai 2 spectacles à Paris en ce moment. C'est la première ce soir, donc voilà. Je me dis, il y a toujours l'espoir que ça soit quelque chose d'une aventure géniale. Sinon, on le fait pas. Bien sûr. Après, il faut de la conviction. C'est évident. Et puis de l'enthousiasme. Oui. Ça, j'en ai. Et puis, je crois, quand on est artiste, je le suis pas, mais j'imagine qu'il faut aussi avoir et garder son âme d'enfant et continuer à espérer. Sinon, on fait pas grand chose. Et encore moins rêver et avoir envie de construire des choses complètement folles. Oui, rêver, et c'est l'amusement qui nous guide aussi. Parce qu'on amuse les gens, mais il faut s'amuser soi-même. Moi, quand je m'amuse plus, je vous assure que je peux plus amuser les autres. Le public le sent, bien évidemment. Donc, trouver cette fraîcheur tout le temps,
et régénératrice en fait. C'est galvanisant. Galvanisant, mais c'est quelque chose qu'on a en nous ou pas. Bien sûr. Et c'est éternel enfant, bien évidemment, qui joue et qui s'amuse avec des choses pour amuser les autres aussi et pour m'amuser moi d'ailleurs. Avant tout, occasion. Bien évidemment. Sophie, lorsque vous aviez 25 ans, parce qu'on va retourner un peu en arrière, il paraît que vous aviez vécu une aventure complètement folle. Et en fait, à 25 ans, vous partez à Nouméa. En vacances. Et il se passe quoi ? Je pars pour. Enfin, on en rit aujourd'hui, mais j'imagine que ça devait être complètement flippant. Dingue. Ouais, ça a été fou. À 25 ans, j'ai un ami qui avait des parents qui vivaient à Nouméa, et donc j'avais économisé pour pouvoir faire un genre de grand tour, de passer par la Thaïlande, Sydney, aller à Nouméa, ensuite continuer. Bref, voilà. J'ai pour plusieurs mois de road trip. Road trip, voilà, comme quand on est jeune, on y va, sac à dos et zou. Et puis je me suis retrouvée à Nouméa et là j'ai fait une embolie pulmonaire. Ouais. Mais ce qui a été fou, c'est que la façon dont ça m'est arrivé m'a sauvée. Ouais. Parce qu'en fait j'étais partie sur un bateau pour me promener dans les îles en fait, pour faire un petit parcours dans plusieurs îles. Donc on devait partir pour 4 jours avec un skipper que je connaissais pas et un couple de Japonais. On a embarqué. J'avais mal à la jambe, je ne comprenais pas ce que j'avais. En route, le bateau a pris feu. Le moteur a cramé. Le mec nous a dit, désolé, il faut que je répare. Allez donc sur l'îlot là-bas. Il nous met dans un petit dinghy moteur. On part sur l'îlot. Les amoureux japonais vont se promener. Moi, d'un coup, ça va pas du tout. J'ai de la fièvre, je me sens mal, je pouvais plus poser le pied par terre. Je me mets sous un cocotier et je me dis, je vais crever là, quoi, en fait. Et là, que vois-je ? Des gens à poil en train de faire des photos porno avec des plumeaux, des chapeaux, des boas de toutes les couleurs, des paillettes. Et qui viennent vous sauver, du coup. Ils viennent me sauver, mais au début, quand je les vois, je me dis, oh merde, je suis au paradis, ça y est, c'est la fin, je suis morte. C'est Adam et Ève. Ça y est. Et en fait, ils étaient bien réels, ils étaient hyper sympas, ils m'ont sauvé la vie puisque il y a un d'entre eux qui a dit je pense qu'elle va vraiment pas bien, il faut que je l'emmène d'urgence à l'hôpital, ce qui ne se serait certainement pas passé si j'avais continué à voyager sur le petit bateau dans les îles et on aurait attendu la nuit et je serais morte. Alors que là, il y a eu cette urgence. Il m'a amenée à l'hôpital, j'y suis restée plus d'1 mois. On savait pas ce que j'avais. On me disait que j'allais mourir tout le temps parce que sur il y avait pas de scanner, donc sur la phlébographie, ils voyaient que la veine avait été bouchée. Donc ils se demandaient comment j'étais encore vivante. Et personne comprenait ce qui se passait. J'étais à l'hôpital militaire, c'était pourri. Enfin bon, j'ai tout vécu. Il y avait des cafards comme ça dans la chambre. Très sympa. Et j'étais toute seule surtout. Et ils ont fini par me relâcher. Un beau matin, je suis rentrée à Paris et on s'est rendu compte que j'avais développé un réseau collatéral dans le dos et que le sang avait pris le relais par là. Et que effectivement j'avais fait une grosse embolie pulmonaire. Donc, bon, ça a été toute une histoire. Et j'ai vraiment failli mourir. On m'a donné l'extrême onction. Et est-ce que après cette aventure, on vit les choses autrement? Est-ce qu'on est un peu plus léger? Est-ce qu'on est un peu plus téméraire? Ou alors ça change absolument rien quand on frôle la mort? Pour moi, ça a tout changé sur le coup. Ça a complètement changé ma façon de voir la vie. J'étais une grande anxieuse, j'osais pas des tas de trucs. Là, j'ai foncé, je suis retournée à Paris, j'ai bouffé du lion, quoi. J'ai commencé à monter des spectacles, à chanter, à faire tout ce que je pouvais. Tout me paraissait merveilleux. Rentrer dans un nouveau pull, manger une glace, boire un café, tout était génial. Et malheureusement, ça passe. C'est ça le problème. C'est parce que la vie reprend le dessus des petites choses du quotidien, vous remange. De nouveau, il y a les petits ennuis qui commencent à arriver, on en fait une montagne et on se dit mais non, t'étais tellement bien quand t'es arrivé là, quand tu t'en es sorti, rappelle-toi, comme c'était génial de surfer et de t'en foutre de toutes ces choses pénibles. Et non, ça regrignote petit à petit, ça revient. Et voilà. Forte, je vais pas vous souhaiter une petite piqûre de rappel. Non, mais c'est vrai que de temps en temps, on a besoin parfois de se rappeler que la vie est éphémère et très très courte. Absolument. Et qu'il faut surtout J'en ai fait un livre, Oui. Panique sous les tropiques, il est encore en vente. On peut le trouver, c'est un livre très drôle, enfin pas que, qui parle que de la mort, mais très drôle. Sophie Forte, dites-moi, sur scène, est-ce qu'on a encore de la place pour de l'impro ou pas du tout? Quand on est dans une pièce de théâtre avec d'autres, je me le permets pas parce que j'ai toujours peur de déstabiliser les copains.
Et ça, c'est une chose qui m'angoisse terriblement. Enfin, je peux pas mettre en péril les amis en leur racontant n'importe quoi. Et s'ils n'arrivent pas à rebondir, bon. Après, il y a des situations dans les publics des fois qui nous poussent à dire quelque chose, mais c'est très rare. Ouais. En revanche, dans le seul en scène, alors là, je m'amuse beaucoup. Non, j'improvise pas vraiment. Disons que l'improvisation, pour moi, elle vient quand tout est très 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 cloisonné. C'est-à-dire que si vraiment je sais bien mon texte, que tout est fluide, que j'ai énormément travaillé à la virgule près, je sais exactement ce que je vais dire, à quel moment, quel geste, quel machin, à partir de là, l'impro est possible. Ouais. Sinon, ça me met en danger moi-même, donc je peux pas. Il faut que ce soit extrêmement précis et très très travaillé pour que je m'autorise à improviser. Voilà. Est-ce qu'il y a des publics plus sympas que d'autres ? Oh, il y a des régions qui sont réputées pour être plus sympas. Bon, et on m'a dit que Paris c'était le public le plus compliqué. C'est vrai ou pas ? Il est compliqué parce qu'il est abreuvé de spectacles. Oui, intransigeant, oui. Et il voit beaucoup. C'est comme Avignon. Bien sûr. Les gens, quand ils en voient 4-5 par jour, ils sont moins, ils sont moins disponibles déjà, et ils sont moins excités à l'idée d'y aller. Donc ils sont beaucoup plus juges. À Paris, on a un choix énorme. De plus en plus, il y a de plus en plus de spectacles. Les gens peuvent sortir tout le temps. Quand on va en province, il est vrai que si c'est un endroit où il y a peu de spectacles, où il y en a peut-être 5-6 par an, bien les gens ils sortent et ça leur fait très plaisir de venir voir. Ils ont pas le même engouement, c'est pas la même motivation. Après, tous les publics sont sympas. Ça dépend comment on prend. Voilà. On s'adapte parfois au public ou pas ? Rarement. Enfin, en solo, oui, on peut s'adapter. Moi, j'ai des façons de faire que les gens se dérident quand même un peu, s'ils sont un peu coincés au départ. Je leur parle aussi, parce que quand je suis seule en scène, je vais dans la salle avant. Parce que je dis aux gens, je m'ennuie dans les coulisses, alors je viens vous parler. Et c'est très drôle, et ça les amuse. C'est un truc interactif, bon. Mais, après, par exemple, le public suisse est réputé pour être extrêmement chaleureux. Comme les Belges, par exemple, ou les gens du Nord. Voilà, c'est ce qu'on dit. Les Lyonnais, plus durs, les Bordelais, très durs. C'est ce qu'on dit, voilà. Mais il y a tout le temps des bonnes surprises, et il y en a aussi des mauvaises. Et heureusement. Partout. Il y a des rôles que vous avez déjà refusés. On vous propose un synopsis et vous dites non, ça me correspond pas. Et ce serait pour quelle raison d'ailleurs ? Alors, pour des films, j'avoue rarement, parce que je tourne pas assez. Vous savez, on est un peu dans des cases quand même. Moi, j'essaie de briser les codes depuis toujours, mais c'est difficile cinéma, en France. Voilà, le cinéma c'est difficile, donc même si c'est un petit rôle, en général j'accepte. À moins d'être nu avec une plume dans le tute, mais bon, mais même ça à la limite. Non. En revanche, au théâtre, je refuse beaucoup parce que le théâtre c'est un engagement énorme. Physiquement, de notre temps, d'aller tous les soirs, beaucoup d'énergie, d'investissement. Donc jouer une pièce tous les soirs qu'on n'aime pas, c'est pas. Enfin, pour moi, c'est pas possible. J'ai beaucoup de chance de pouvoir choisir mes projets. Bien sûr. Mais je les choisis parce que je les crée aussi. C'est ça ma chance aussi. Parce que si j'avais pas été auteur, je suis pas sûre que j'ai pu faire mon trou de cette façon, vous voyez. Bien Donc je refuse pas mal de rôles au théâtre. Voilà, mais sinon au cinéma, non, j'attends. Si vous m'entendez. Hello. Voilà, si jamais on a un producteur qui nous écoute sur Radio Soleil, qui prenne contact avec Sophie Forte. Absolument. Que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui au Passage des Artistes. Sophie Forte, on va faire une petite pause et puis on vous retrouve tout de suite après. Avec joie. J'ai perdu le sommeil, vous ne l'auriez pas vu. Au lever du soleil, il avait disparu. J'ai perdu le sommeil, oh mais où l'ai-je mis ? Une longue nuit de veille, il a glissé du lit. Je l'ai cherché le soir, l'après-midi. Les petits matins blêmes et les jours gris, enfouis sous mon vieux plaid au coin du feu, dans tout un tas de gros livres ennuyeux. J'ai perdu le sommeil, mais j'ai oublié quand. Tu as perdu le sommeil. L'autre jour ou la veille, il y a 1 ou 10 ans. L'autre jour ou la veille. J'ai perdu le sommeil, personne ne l'a vu. Tu as perdu
je demande au réveil, il ne sait pas non plus. Dans le canapé, la chambre d'amis. Dans les notes d'une petite musique de nuit. Écoutant des heures mon rythme cardiaque. En finissant la bouteille de cognac. Tu as perdu le sommeil. Je l'ai cherché dans des draps, Sous des couettes, dans des longs courriers, dans des trains, couchettes, dans des petits hôtels de mi-pension, dans des bras inconnus, filles ou garçons. J'ai cru le retrouver pilule bleue, pilule rose, en mélangeant les deux. des moutons tu en as tellement compté. Qu'au petit jour j'attaquais les bergers. Oh mais je crois savoir où il a pu passer. Un coin de ma mémoire s'est soudain ravivé. C'est toi qui me l'as pris après m'avoir aimé. Il est parti aussi lorsque tu m'as quitté. J'ai perdu le sommeil. Il a glissé du lit. J'ai perdu le sommeil. Ah mais où l'as-tu mis? J'ai perdu le sommeil. Tu as perdu le sommeil. J'ai perdu le sommeil. Tu as perdu le sommeil. Le sommeil. Vous écoutez Radio Soleil et nous sommes avec mon invitée Sophie Forte au Passage des Artistes. Et alors Sophie, on a parlé de musique là à l'instant. La chanson qu'on vient de partager avec nos auditeurs, est-ce que tu peux nous en parler? C'est autobiographique? Ah ouais, absolument. C'est une chanson que j'ai écrite il y a assez longtemps. C'est Antoine Salaire qui a fait la musique et les arrangements. Non, les arrangements sur cette version-là, c'est Thibaut de Feu Vert. J'avais un groupe avec Thibaut, on était un duo. On a travaillé 6 ans ensemble, on a beaucoup tourné, ça s'appelait Presque Nous. On avait mélangé nos chansons, donc J'ai perdu le sommeil, c'était la mienne, et puis on avait les siennes aussi. Enfin, c'est un très joli duo. On peut écouter d'ailleurs sur Spotify et Deezer. Je suis très fière du travail qu'on a fait tous les deux, et on a beaucoup tourné avec ce spectacle. Et J'ai perdu le sommeil, oui, c'est un peu une fiction, mais c'est l'histoire d'une femme qui dort plus parce qu'elle a été quittée. Elle cherche le sommeil, elle se demande où il est passé. Donc c'est un peu absurde. Mais voilà. Tellement réaliste. Oui, décidément. On a tous vécu quelque chose de similaire. Quelqu'un qui part, ou le sommeil également qui nous quitte parfois. Du coup, plein de trucs nous quittent en même temps. Voilà, c'est ça. Bon, c'est comme ça. La confiance en nous, le sommeil, l'amour, c'est évidemment. Vrai, la vie. Voilà. C'est la vie. Sophie, dites-moi, quand on a fait comme vous, quand on a un parcours aussi riche, musique, théâtre, cinéma, est-ce qu'il y a encore des choses qu'on a envie de réaliser qu'on n'a pas encore faites? J'ai eu la chance de réaliser 2 courts-métrages et j'ai adoré. Donc j'aurais bien voulu en tourner d'autres. Après, le monde du cinéma, c'est quand même très particulier. Là, j'ai écrit un long, j'arrive pas du tout à l'exploiter. Il a été acheté plusieurs fois par des prods et puis qui m'ont laissé tomber. Enfin, je rame un peu. Voilà, j'adorerais évidemment que ce film soit réalisé. Et puis j'aimerais beaucoup tourner davantage. Comme je le disais tout à l'heure, on en parlait. On est un peu dans des cases et c'est vrai que parce que je suis beaucoup au théâtre, les gens pensent moins à moi pour des rôles au cinéma.
Et puis moi, je fais pas tout ce qu'il faut pour aussi. Hein. C'est un métier où il faut tout le temps essayer de se vendre. Il faut aller dans les endroits où on rencontre. Il faut parler. Il faut réseauter. J'avoue, j'ai du mal. Et c'est plus compliqué quand on devient une femme mûre. Est-ce qu'on le cinéma est aussi un peu, on va dire. Est-ce que le cinéma préfère peut-être les femmes plus jeunes ? C'est fort possible. Ouais. Oui, mais ça, bien sûr, on l'observe depuis toujours. Tout comme il y a moins de femmes réalisatrices que d'hommes, en bref. Mais je pense qu'on a chacun peut trouver sa place, chacun peut trouver ses rôles. Moi, j'ai 62 ans, je peux jouer des femmes de cet âge-là, je peux jouer des femmes un peu plus jeunes aussi peut-être, ou même plus vieilles. On peut se vieillir. C'est ça le travail d'un acteur. Il y a pas de problème. Il suffit juste d'être dans les bons réseaux, les bons créneaux, rencontrer les bonnes personnes, de pas se faire oublier. Parce que c'est que ça finalement, c'est juste ces rencontres-là qu'il faut faire, que l'agent pense à nous, qu'il nous mette sur des trucs. C'est un gros travail de communication aussi. C'est comédien, c'est pas que attendre qu'on nous appelle et jouer. C'est aussi un énorme travail de réseau. Bon. Alors moi, je suis pas très douée pour tout ce qui est réseau, hein, bon, comme beaucoup de gens de mon âge. Donc et puis je sors de moins en moins parce que voyez-vous, le soir je me couche. Non, c'est pas. Non, mais je sors de moins en moins. Enfin, je sors. En fait, j'ai mes filles à la maison, pour tout vous dire. Ouais. Et j'aime énormément être avec elles et on s'entend très bien. Elles ont quel âge ? Elles ont 20 et 22. Ouais. On vit toutes les trois ensemble et on aime être ensemble, on aime regarder des films ensemble, dîner ensemble. Donc, on sort ensemble aussi souvent pour aller voir des choses, mais c'est vrai quand je peux être avec elles le plus possible avant qu'on soit séparés, parce que la vie c'est ça, hein. On élève des enfants pour qu'ils s'en aillent, bien sûr, on partir, voilà. Du coup j'en profite un maximum. Je me dis elles sont encore là, elles ont plaisir à être avec moi. Enfin j'espère. Elles viennent vous voir au théâtre. Bien sûr, elles seront là ce soir. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elles pensent de vos de vos films, de vos pièces, de ce que vous écrivez? Est-ce que parfois vous vous inspirez un peu d'elles quand vous écrivez des choses? Est-ce que je crois qu'elles aiment bien mon travail, hein. Ouais. Elles sont assez franches, hein. Elles me disent quand il y a des choses. Nina, elle a fait ma régie pendant 2 ans de suite là sur La Valise, sur mon seul en scène, la plus grande des deux. Et je travaille avec elle parce qu'elle est compositrice, chanteuse et guitariste. Elle a fait une école de jazz et donc moi j'écris les paroles des chansons. Génial. Ouais, donc du coup on a quand même ce lien professionnel toutes les deux et voilà. Et la plus jeune, elle adore venir. Elle ramène des copains. Je pense qu'elles sont fières. Bon, j'espère en fait. Vous savez, j'avais écrit beaucoup de chansons pour enfants à l'époque où elles étaient plus petites, parce que ça correspondait à ce que je vivais à l'époque. J'étais à fond dans leur enfance et elles adoraient ça. Elles me suivaient en tournée. Enfin, c'était génial pour elles. C'est vrai d'avoir maman qui chante pour les gamins, c'est drôle quoi. Et je l'avais fait pour elles en fait. Quand j'y réfléchis bien, parce que maintenant qu'elles sont grandes, j'ai arrêté. Vous le faites un peu moins. Je fais pas du tout. Dites-moi, Sophie Forte. On parle souvent du trac, le trac de l'artiste avant d'aller sur scène. Vous l'avez encore ce trac ou pas aujourd'hui, ou est-ce qu'il s'est un peu estompé avec le temps et l'expérience? C'est pas le même qu'avant. Moi, j'avais un trac un peu maladif mais il faut dire que c'était très dur parce que quand j'ai débuté, je suis très vite arrivée au seul en scène. J'avais 25-26 ans. C'est terrifiant d'être seul en scène, en fait. À cet âge-là, on est encore très jeune. Bien sûr. On maîtrise pas bien le métier. On a l'impression qu'on va se faire manger tout cru. C'est quand même très dur. Donc là, oui, j'avais un trac vraiment terrible. J'en étais malade dès le matin. Je me réveillais déjà avec la boule au ventre jusqu'au soir et ça recommençait. Donc je vivais en permanence avec le trac. C'était très violent. Après, il y a eu un autre trac, c'était quand j'étais à la radio Ariane Assiré. J'écrivais des papiers et là, c'était le trac de savoir si ce que j'avais écrit tenait la route ou pas. Et c'était un trac terrible aussi, parce qu'il y avait tout le temps l'épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Bon, mais ça s'est apprivoisé tout ça. Alors maintenant, évidemment, je monte des nouvelles choses. J'ai toujours quand même les appréhensions. Non, c'est moins du trac, mais c'est quand même l'appréhension des premières. Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que j'ai passé des mois à faire ça ? Quel va être le verdict ? C'est terrible, ça tombe comme un coup près. Hein. Donc ça, c'est très très angoissant. Mais c'est plus de l'angoisse que du trac. Et puis après, en ce qui concerne les spectacles qui tournent, qui roulent bien, comme Dolto, que j'ai joué quand même pendant 6 ans. Je rejoue d'ailleurs encore, on va le jouer en mai à Lyon.
Alors là, non, il y a moins le trac. C'est quand même, c'est une petite appréhension, mais c'est bien rodé. C'est bien rodé. Voilà. On fait confiance à nos partenaires, au public, à nous-mêmes, et puis on y va, quoi. Voilà. Mais le trac des premières, le trac des débuts de carrière. Bon, c'est pas une vraie première, c'est une première parisienne. Oui. C'est important. Ils ont joué à Avignon. On l'a monté pour Avignon. C'est important. Ils sont super. Hein. Moi, j'ai tout à fait confiance en eux. Alors, c'est encore une autre forme de trac parce que je ne suis pas sur scène. Oui, c'est ça. Vous êtes dans la partie mise en scène, mais voilà, ça reste quand même votre bébé, votre travail. Oui, j'ai écrit aussi pour eux. Oui. J'ai écrit, j'ai mis en scène et puis ils sont tous les. Alors c'est le Barbershop Quartet, ça s'appelle Génération Barber. Ils sont 4 en scène, 2 filles, 2 garçons. Ça parle de conflits de génération. Il y a plein de chansons qui abordent tout à fait des thèmes actuels. Et ils sont hyper drôles et surtout ils ont des voix formidables et c'est un quatuor vocal génial. Hein. 4 micro-pieds et zou, c'est parti. Ils sont super, ils embarquent la salle. Je suis très fière. Comment s'est fait ce choix, justement comment s'est monté ce spectacle? Racontez-nous un peu le point de départ, le fil rouge. C'est pas moi qui ai choisi. En fait, Xavier Vilsec, qui fait partie de l'équipe, m'a demandé si je voulais bien mettre le Barbershop Quartet en scène. À vrai dire, c'est un groupe qui existe depuis plus de 20 ans. Et les membres du groupe ont changé. Il y en a 2 qui sont restés, 2 qui sont partis. Et en fait, les 2 qui étaient là avant ne voulaient pas de mise en scène. Oui. Donc, ils avaient toujours travaillé sans metteur en scène. Et quand ils sont partis, Xavier a dit non, moi je trouve que on aurait besoin d'être dirigé, ce qui est normal, il faut toujours un œil extérieur. Et donc il m'a proposé. Et alors, moi j'avais déjà mis en scène des spectacles musicaux. Et j'ai trouvé ça super, donc je me suis lancée dans l'aventure. Et puis ils avaient que des chansons, moi j'ai écrit un fil rouge aussi, et puis quelques chansons du coup dans la foulée. Et puis on a travaillé dans la bonne humeur. On a eu des résidences autour de Bordeaux parce que Marie-Cécile Hérault-Robin qui est chanteuse et qui est à l'origine du groupe. Elle vit à Bordeaux et voilà, et ça a tout de suite bien marché. Bon, je suis très contente. C'est un spectacle extrêmement divertissant et tout public. Et ça, j'insiste là-dessus parce que moi, ce que j'aime, c'est le tout public. Je me suis éclatée avec les chansons pour enfants parce que évidemment il y a des enfants et je le fais pour les enfants, mais il y a aussi le grand-père, il y a le grand frère qu'on a tiré. Oui, il y a toute la famille, il y a cet esprit familial et qui se marre. Il y a les parents. Et c'est tout ça, c'est tout ce qui fait que c'est joyeux, c'est que à n'importe quelle génération, on rit, peut-être pas des mêmes choses, parce qu'il y a du second degré, mais on rit ensemble, on s'amuse ensemble. Et on sort ensemble, c'est important. Et on sort ensemble. Et Barber, c'est ça. Alors le problème, c'est que c'est à 20h50 le mercredi, donc les enfants peuvent moins venir, forcément. Parce que c'est un peu tard, parce qu'il y a école le jeudi, mais bon, en tout cas, c'est un spectacle en province quand ils jouent les dimanches ou les vendredis ou samedis soirs, il y a des jeunes gens et ils s'éclatent. Et vous avez des retours ou pas, des retours d'Avignon déjà? Comment a été l'accueil du public? Génial. Ouais. On a été plein tout le temps. Et les gens étaient dithyrambiques. On a vendu pas mal de dates de tournée, ce qui aujourd'hui est une prouesse parce que le métier va vraiment très très mal. Ça n'a jamais été si catastrophique. Enfin, si, peut-être pendant les guerres, mais là, c'est difficile. Il y a de moins en moins de subventions. Avant, quand on faisait une tournée de 80 dates, on trouvait ça normal. C'était une tournée lambda, 80, 100 dates, 150 dates. Bon, c'était une bonne tournée. Aujourd'hui, on est content quand on en a 20. Ouais. C'est quand même très violent. Donc, on est obligé de multiplier les projets, sinon on n'arrive pas à en vivre. Ça demande beaucoup d'énergie. C'est un peu désespérant. Alors, en revanche, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, mais les gens aiment aller au théâtre. Les salles, il y a du monde. C'est pas le public, en fait, parce que Avignon, il n'y a jamais eu autant de monde que l'année dernière. Et quand je tourne en province, les salles sont pleines, les gens se déplacent. Donc la demande est là. La demande est là. Ils ont envie de voir du spectacle vivant. C'est tout autant frustrant pour un artiste qui sait qu'il y a de la demande, mais c'est le reste qui est problématique. Absolument. Donc vous parliez de subventions. Est-ce que vous pensez qu'on devrait mettre un peu plus d'argent dans la culture, par exemple ? On pourrait, je pense que ce qui serait bien, c'est de laisser les choses comme elles étaient, ce qui n'était pas si mal il y a une dizaine d'années. Mais plus ça va et plus on nous réduit nos budgets, puisque la France est endettée, puisque tout va mal. C'est forcément la culture non essentielle, vous vous souvenez. Donc, bien sûr. On est non essentiel. Ce que je peux comprendre quelque part, bien sûr. L'essentiel, c'est de manger, s'habiller, dormir et se chauffer, bien sûr.
Mais un pays sans culture. On appelle ça de la survie. La survie, mais c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite. Un pays sans culture, c'est un pays qui va pas bien. Donc, c'est un pays qui se meurt. Voilà. On va parler d'un autre spectacle, puisque on a évoqué votre spectacle musical, mais il y en a un autre, Sophie Forte. Dites-nous tout. Je vous laisse faire votre promo. Encore une Marilyn, mais cette fois-ci la vraie. C'est la vraie, oui. C'est la vraie. Voilà. Si vous l'avez ratée il y a une 60aine d'années, vous pouvez la retrouver. Elle sera au théâtre de l'Essaillon, toujours, décidément. Mais malheureusement que pour 4 dates. Donc il faut absolument se dépêcher de réserver. La première étant le 8. Et après, le 8 février, 8 février. Après, on a le 12, 13, 14 à 20h50 et le 8 à 18h30. Alors, cette pièce, elle commence par une rencontre avec Alice Darceau, qui est une jeune fille, une jeune femme, on dirait maintenant, parce que je l'ai connue jeune fille, mais maintenant c'est une jeune femme, avec laquelle j'ai joué dans une pièce de Daniel Mesguich au théâtre de Poche, à La Biche. Merveilleuse. Voilà. Merveilleux Daniel Mesguich. Je l'adore, Daniel Mesguich. On s'est hyper bien entendu. Il a un humour fou et il a d'un professionnalisme un talent fabuleux. Et c'est héréditaire puisque William en a hérité mais également. Il est formidable, William. C'est un ami. Qui sera bientôt avec nous d'ailleurs. Je l'aime beaucoup, William. Chaque fois que je vais le voir, je suis emballée. Il a d'ailleurs fait un spectacle sur Van Gogh qui m'a totalement séduite quand je l'ai vu à Avignon, bluffant. Il est absolument génial. Bref, en tout cas, Daniel Mesguich nous met en scène, Alice et moi, avec d'autres comédiens, et on sympathise beaucoup toutes les deux. Parce que c'est une jeune fille délicieuse, on rigole, moi j'ai des filles un peu plus jeunes qu'elle, mais enfin voilà, il y a un peu ce rapport comme ça. Et elle me dit, j'ai tellement envie de jouer Marilyn, je sens que je pourrais jouer Marilyn, j'adorerais jouer Marilyn. Bref, on en est arrivé à écrire du coup un spectacle sur Marilyn, elle m'a un peu aidée, j'ai écrit la plus grosse partie. Et je la mets en scène du coup, c'est son rêve qui se réalise, elle est sur scène avec Guillaume Nocturne, qui est aussi dans Barbershop, et qui est un super musicien, chanteur, comédien, avec une énergie extraordinaire. Un beau gars, là, vraiment, il est merveilleux, Guillaume. Il a vraiment un potentiel énorme et il ajoute beaucoup à la pièce avec Alice. Il l'accompagne, elle chante, elle joue toute la vie de Marilyn Monroe, donc de son enfance à sa mort, et c'est beau et c'est drôle. Je voulais que ce soit une comédie, donc c'est une comédie de par les trouvailles de la mise en scène, parce que je vous dis pas, mais il se passe plein de trucs. Il faudra venir, il faut venir, voilà. Mais c'est une comédie, mais bon, évidemment, la vie de Marilyn Monroe, c'est une vie aussi tout à fait dramatique, donc on pouvait pas occulter ce pan de sa personnalité, de sa vie, qui est dans la pièce aussi, mais c'est un mélange, voilà. Et Alice est géniale, voilà, géniale. Venez là, en plus elle est drôlement belle, et faut vraiment pour ne rien gâcher. Pour ne rien gâcher, elle est magnifique. Non, je suis très fière de ce spectacle. Voilà, et la première c'est le 8. Alors là, lui, on ne l'aura jamais joué. Là, le 8, le verdict va tomber. Là, moi, je vais. Et puis il y a 4 dates. Vous avez d'autres dates à venir ou pas du tout pour Marilyn? Rien, pour l'instant. C'est une pièce que je monte moi-même, il faut savoir. D'accord. Je suis d'ailleurs en train de coudre les costumes pour vous dire où j'en suis. Ouais. J'ai pas de production. Ça, c'est encore le nerf de la guerre, la production. Bien évidemment. Parce qu'aujourd'hui, trouver un producteur, ça devient compliqué. Parce que les producteurs ont de moins en moins d'argent et ils ont peur d'en perdre. C'est un cercle vicieux. Donc, que deviendra ce beau projet? Je ne sais pas. En tout cas, il y a 4 dates, il faut en profiter. Il faut vivre au jour le jour. Moi, je me dis au moins, tant pis, j'aurais vécu cette aventure. Ou tant mieux si ça rebondit. Et je suis sûre que ça va rebondir parce que je suis très fière de ce spectacle. Donc, on verra bien. Sophie Forte, donc on vous retrouve, on va tout récapituler pour ne rien rater. Donc, on retient Théâtre de l'Essaillon. Ouais, Théâtre de l'Essaillon avec Barbershop Quartet tous les mercredis, 20h50 jusqu'à fin avril. C'est ce soir la première. Ce soir la première. Marilyn, encore une Marilyn, mais cette fois-ci la vraie. Le 8, 12, 13, 14. Ouais. Le 8 à 18h30 et le 12, 13, 14 à 20h30. Toujours à l'Essaillon. Moi, je suis en tournée avec La Valise. Je joue à Louvresse samedi 7 février. Joli souvenir parce que l'histoire vient d'un héritage. Oui. En fait, c'est tout à fait ça. On en avait parlé à l'époque au Passage des Artistes. Oui. Vous avez donc une valise qui vous vient de votre oncle. C'est ça. Vous l'ouvrez. Oui. Il y a plein de photos. Et c'est le début d'une très belle histoire. Oui, et c'est une histoire malgré moi. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'est-à-dire que
il m'a donné cette valise quand il est décédé. Bon, je l'ai ramené à Paris puisqu'il était à Lyon. Et j'avais pas le temps de l'ouvrir. Il y avait des centaines de photos. C'est le confinement une fois de plus parce que tout le monde a fait des choses qu'on n'a pas le temps de faire pendant le confinement. Bon, j'ai ouvert cette valise et j'ai commencé à regarder les photos avec mes filles qui m'ont demandé qui étaient tous ces gens. Et j'ai commencé à écrire des petites histoires sur eux, en me disant je vais vous faire comme des genres de fiches en fait quelque part. Comme j'adore écrire, je me suis dit je vais leur écrire mes aventures avec oncle André, tante Zette, mes parents. Et ça fera des souvenirs pour les filles. Des souvenirs pour les filles ou pour leurs enfants. Et puis finalement elle riait tellement et j'ai une amie à qui j'en lisais des bouts. Elle me dit mais fais un livre. Finalement arrive un bouquin qui marche très bien d'ailleurs, qui se vend toujours. Et puis après, je fais un salon du livre et quelqu'un qui me dit « Mais fais un spectacle !» Elle me trouve une salle. Bon, finalement, le spectacle existe. Tout ça, c'est arrivé un peu par hasard. J'ai jamais pensé faire un spectacle sur la vie de mes parents. J'avoue, c'était un truc qui ne m'avait pas effleuré l'esprit. Si j'avais écrit une pièce, c'est pas vrai, parce que j'avais écrit Max, la véritable histoire de mon père. C'est faux ce que je dis. Qui racontait déjà l'histoire de mon père avec la peinture. Mais c'était un autre angle, c'était pas un seul en scène, et puis là, ça parle de plein d'autres membres de la famille. Bon, c'est une comédie, tout ça, c'est du divertissement. Après, il y a des moments tendres, bien sûr. Il y a de l'émotion également. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il y a vos souvenirs et puis une partie de votre vie. Ouais. Et donc pour cette pièce-là, donc pour la valise, vous avez des dates ou pas encore ? J'ai des dates. Je vais donc jouer à Louvresse le 7. Après, j'ai la chance de jouer au Théâtre Fontaine, mais c'est un privé, c'est pour France Mutuelle. Mm-hmm. Ça, ce sera le 16 février. Et puis en avril, je vais jouer à Royan. En mars, je mets en scène un nouveau spectacle qui s'appelle Tria. 3 femmes chanteuses, des chansons du monde entier dans leur langue, avec un pianiste. C'est très très beau. Ah, génial. Ouais. Et c'est construit ou pas encore ? Vous êtes je suis en train à l'étape de l'écriture ? Les chansons existent et moi j'écris la trame et on va rentrer en résidence en mars. Voilà, encore des nouveaux projets. Bon, en tout cas, 2026 se prépare et j'ai envie de vous dire, ça se passe plutôt bien. Alors, quand vous pensez à tous vos projets de 2026, vous dites quoi ? Vous dites, oh mon Dieu, je suis complètement inconsciente, il y a trop de choses à faire, ou waouh, c'est génial, j'y vais et j'ai envie d'avancer. Moi, je crois que je suis comme pas mal de gens, comme pas mal d'artistes. En fait, je travaille vachement bien sous pression. En fait, c'est le vide qui m'angoisse, c'est pas le trop plein. Donc, quand il y a plein, je gère super bien. Le vide, moins. Donc, pour le moment, je suis très contente qu'il y ait plein parce que ça me rassure d'une part. Que ça dure. Déjà professionnellement et financièrement, bien évidemment. Et puis, ça veut dire qu'on me fait confiance. Et puis, ça veut dire que je vais bien m'amuser encore. Et tout ça, c'est réjouissant. Donc, non, il n'y a rien qui m'angoisse. Ce qui m'angoisserait, c'est l'extrême solitude. Ça, ce serait très dur. J'ai beaucoup de chance, je suis très entourée. Et puis, d'être malade, de plus pouvoir travailler, de plus pouvoir écrire, qu'on m'appelle plus, qu'on me fasse plus confiance. Ça, ce serait juste terrible. Et ça peut arriver puisque je vieillis. Hein. Bien sûr. Voilà. Non, en tout cas, on l'a compris. La retraite, c'est pas pour tout de suite. Mais je vais être à la retraite en janvier prochain. C'est dingue! C'est génial! Oui, enfin génial, je sais pas si c'est génial, mais généralement la retraite c'est qu'on s'arrête et bon. Ah non, pas moi, non. Voilà. Donc ce sera pas pour tout de suite. Non, mais ça veut dire la retraite après ça dépend comment on voit les choses. Il y a celui qui déteste son boulot et qui est bien content de l'arrêter à la retraite, ce que je comprends parfaitement. Il y a celui qui la redoute parce qu'il se dit mon Dieu, qu'est-ce que je vais devenir si j'existe plus à travers mon travail. Bon, et puis il y a ceux qui sont des créatifs, créateurs, qui n'ont jamais eu l'impression de travailler. Ouais. Enfin, on travaille, mais disons qui aiment ce qu'ils font et puis qui se disent tant mieux la retraite, ça ferait un petit complément d'argent. Mais moi, ma vie, elle est là, elle est dans mon travail, donc je vais continuer. Voilà, donc je trouve ça plutôt cool en fait. Et puis c'est une étape, parce que comme j'ai failli crever plein de fois, j'aurais jamais cru arriver jusque là, vous voyez. C'est une victoire. Ah c'est quand même dingue. Donc, je suis vachement contente. Écoutez, on fera en sorte de vous offrir un trophée de la vie. Avec joie. Sophie Forte, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation au Passage des Artistes. Merci Josiane. Merci d'avoir été sur Radio Soleil
soleil, même si le soleil n'est pas au rendez-vous sur Paris. Ouais, il est dans le studio, le soleil. Voilà, on a le soleil dans le cœur. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là pour ce soir? Merde. Un gros merde, hein, ouais, toujours, c'est la tradition. Merci Sophie Forte. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs et qu'on les remercie et qu'on leur dise en leur cri merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu. Radio Soleil vous invite au passage des artistes. Un nouveau rendez-vous culturel tous les jeudis de 18h à 19h. Au passage des artistes sur Radio Soleil.